Les photographies nous permettent de capturer un moment précis dans le temps et de le contempler pour toujours. La plupart d'entre nous utilisent les photographies pour immortaliser les étapes importantes de nos enfants. Photographier des événements de la vie ou prendre des clichés d'une belle destination de vacances. Mais il existe un autre aspect de cette technologie qui permet aux enquêteurs de relier les auteurs à leurs crimes. Et même un aspect qui permet aux auteurs de immortaliser leurs actes à jamais. Numéro 10. Mita Valentine, âgée de 43 ans et originaire de Fayetteville, en Caroline du Nord, était décrite par ses proches comme une femme aimante et attentionnée, profondément dévouée à ses 3 enfants. Mita était également une habituée de l'église Deliverance Praise Church of Worship, où elle travaillait. Alors lorsqu'elle n'est pas venue à l'étude biblique, la communauté a su que quelque chose n'allait pas. Mita et ses 3 enfants vivaient dans le complexe d'appartements Sycamore Park, à Fayetteville, en Caroline du Nord. Pendant la journée, elle travaillait à l'église Deliverance Praise en tant que secrétaire, et elle était extrêmement impliquée dans l'église. Quand elle n'était pas à la maison avec sa famille, Mita était généralement à l'église, aidant le pasteur et organisant des événements communautaires. Sa foi était profonde, et elle assistait fréquemment à l'étude biblique ainsi qu'à chaque sermon tout au long de la semaine. Selon les rapports, Mita vivait seule. Mais elle avait eu une relation avec un homme nommé Reginald McDowell. Reginald était le père de l'un de ses enfants. Mais leur relation était tumultueuse, et il y avait un lourd passé de violence domestique. En 1999, Reginald a enlevé Mita. Certains rapports indiquent qu'il a également enlevé son petit ami de l'époque, ce qui a entraîné une peine de prison de 15 ans. Il semble que les deux aient été en couple avant l'enlèvement. Mais la relation avait été rompue quelque temps avant 1999. En 2011, Reginald a été libéré et ils se sont remis ensemble. Selon le Charlie Project, le couple se serait séparé début octobre 2014. Le 28 octobre 2014, Mita a appelé sa mère vers 22h30 depuis son immeuble. Et pendant l'appel, sa mère a remarqué qu'elle parlait de façon étrange, par énigme, mais n'a pas insisté. Le lendemain, l'Église a tenu son étude biblique habituelle, mais a remarqué qu'il manquait une personne, Mita. C'était très inhabituel, et l'Église a immédiatement contacté sa famille. Lorsque personne n'a pu la joindre, la police de Fayetteville a été appelée et une enquête a été ouverte. Malgré leurs investigations, la police a appris que dans les semaines précédant sa disparition, Mita avait très peur et demandait souvent aux gens de l'Église de la raccompagner chez elle. L'un de ses voisins a également remarqué que peu de temps avant sa disparition, Mita avait refusé de laisser Reginald entrer dans son appartement. En raison des antécédents de violence, les enquêteurs se sont immédiatement tournés vers son ex-petite amie. Mais ils ont eu du mal car il y avait un manque flagrant de preuves. Des équipes de recherche ont été organisées, mais au fil des semaines, il n'y avait aucune trace d'elle. Les semaines sont devenues des mois, et il n'y avait toujours aucune trace de Mita. Peu de temps après sa disparition, son ex-petite amie Reginald a quitté l'État et a coupé toute communication avec sa famille à Fayetteville. La police pensait que l'affaire finirait par s'enliser. C'était le cas, jusqu'à ce qu'ils examinent les images de vidéosurveillance devant l'appartement de Mita. Le 28 octobre, la veille de sa disparition, on pouvait la voir entrer en courant dans son immeuble vers 17h30. Au fil des images, on peut voir Reginald, son ex-petite amie, la poursuivre à l'intérieur. En mars 2018, des charges ont finalement été retenues contre Reginald, mettant fin à une enquête de 4 ans. Malheureusement, Reginald McDowell est toujours en fuite. Et l'État de Caroline du Nord veut aider à le retrouver et à présenter son dossier devant un juge. On pense que Reginald se trouve à New York et il sera extradé dès qu'il sera retrouvé. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le département de police de Fayetteville au 910 433 1529 en mentionnant le numéro de dossier 14 032 14 32 112. Numéro 9. En 2006, Jodi Arias, âgée de 26 ans, était à la recherche d'une nouvelle opportunité. Elle avait occupé divers emplois pendant son adolescence et au début de la vingtaine, et elle voulait trouver quelque chose dans lequel elle pourrait vraiment s'investir. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert un poste de vendeuse dans une entreprise appelée Prepaid Legal Services. Jodi adorait son nouveau travail, et elle aimait le fait de pouvoir voyager sur toute la côte ouest. En septembre de cette année-là, Jodi a assisté à une conférence de l'entreprise à Las Vegas et a côtoyé de nombreux cadres de la société. C'est également lors de cette conférence qu'elle a rencontré Travis Alexander, un autre vendeur de l'entreprise. Le courant est tout de suite passé entre eux et la connexion a été intense et immédiate. Le couple a passé le week-end ensemble et a convenu qu'ils aimeraient continuer à se voir par la suite. Bien que Jodi vive en Californie et Travis en Arizona, leur relation est restée solide. Jodi allant même jusqu'à se convertir à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour lui. À l'été 2007, après seulement quelques mois ensemble, Travis a rompu avec Jodi. Leur relation avait été incroyablement intense en si peu de temps, et Travis n'était pas sûr de la direction qu'il voulait donner à leur histoire.
Malheureusement, Jody n'a pas bien pris la rupture et a commencé à lui envoyer sans arrêt des messages. Puis, quelques semaines seulement après la rupture, Jody a déménagé de Californie à Mesa, en Arizona, où vivait Travis. Pendant qu'elle vivait à Mesa, Jody se présentait chez Travis à l'improviste et entrait sans y être invité. Le couple se remettait ensemble, puis se séparait à nouveau, Travis ayant des relations occasionnelles avec Jody. Pendant cette période, Travis a également commencé à fréquenter une autre femme, ce qui a rendu Jody encore plus furieuse. Ses amis ont même affirmé que ses pneus avaient été crevés par elle dans une tentative de vengeance. En juin 2008, il semblait que tous les deux étaient passés à autre chose. Mais les relevés téléphoniques ont ensuite montré qu'ils continuaient à avoir des relations occasionnelles. Ce mois-là, Travis devait participer à une séminaire d'entreprise à Cancún, au Mexique. Mais il ne s'est pas présenté et personne n'a pu le joindre. Une fois le week-end terminé, les amis de Travis ont décidé de se rendre chez lui car l'inquiétude grandissait. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, le 9 juin, ils ont été confrontés à une scène de crime sinistre. Travis a été retrouvé dans la salle de bain principale, ayant subi de nombreuses blessures par arme blanche. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert que Travis était décédé depuis plusieurs jours et que quelqu'un lui avait ôté la vie. Les premiers soupçons se sont portés sur Jody. L'ex-petite amie est conduite, mais elle a avancé un alibi et a affirmé qu'elle se trouvait en Californie avec sa famille. Les enquêteurs l'ont en partie cru. Mais tout a changé lorsqu'ils ont découvert un appareil photo numérique sur la scène du crime qui avait été placé dans la machine à laver. Malgré les dégâts causés par l'eau, les équipes spécialisées en informatique légale ont pu récupérer les photos et elles racontaient une histoire très accablante. Sur les photos, Jody et Travis peuvent être vus en train d'avoir des relations sexuelles et d'autres photos des deux, nus, étaient présentes. Ils ont également découvert la dernière photo jamais prise de Travis, et en faisant défiler les images, ils sont tombés sur une autre photo de lui, couvert de sang. Cela, ainsi que d'autres preuves médico-légales, a suffi à la police pour arrêter et inculper Jody pour avoir ôté la vie à son ex-petite amie. Après un long procès, Jody a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Son affaire a plongé la nation dans la frénésie en raison de sa beauté, mais cette publicité a détourné l'attention de la gravité de l'affaire. Dans toute cette affaire, il ne faut pas oublier Travis Alexander. Plutôt que de laisser des gros titres sensationnalistes dominer l'affaire, Numéro 8. Brittany Gargal, âgée de 18 ans, originaire de Saskatchewan au Canada, était décrite comme une jeune femme brillante et aimante qui commençait tout juste à trouver sa place dans la vie. Brittany venait de quitter l'école et se préparait pour sa prochaine grande aventure. Malheureusement, en mars 2015, sa vie allait prendre fin brutalement. Et une photo qu'elle avait prise et publiée sur Facebook peu de temps avant sa mort allait devenir un élément clé de preuve dans son affaire. Le 23 mars 2015, Brittany, âgée de 18 ans, et son ami Cheyenne Antoine, également âgé de 18 ans, décidèrent de se rendre à Saskatoon pour passer une soirée en ville. Les deux jeunes femmes étaient inséparables et amies depuis la classe de 3e. Les deux jeunes filles avaient connu le système de placement familial canadien et s'étaient profondément rapprochées grâce à leurs expériences d'enfance. Un peu après minuit, les deux amies quittèrent la maison, prêtes à passer la nuit dans les bars, mais avant de partir, elles prirent rapidement une photo. À gauche, c'est Cheyenne, et à droite, Brittany. La photo semblait anodine, montrant deux meilleures amies dans un moment de bonheur. Mais des mois plus tard, elle deviendrait une pièce à conviction essentielle. À 6h du matin, le 24 mars, la police de Saskatoon a reçu un appel provenant d'une route isolée, près d'une décharge. Après qu'un passant ait remarqué quelque chose dans les broussailles. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont découvert le corps de Brittany. Les agents ont remarqué que ses chaussures manquaient et qu'il y avait de sombres marques de ligature autour de son cou. Cette découverte a provoqué une onde de choc à Saskatoon. Surtout pour Cheyenne, sa meilleure amie. Elle s'est rendue sur Facebook peu après pour rendre hommage à son amie, écrivant à quel point elle lui manquait. Lorsqu'elle a été interrogée par la police, Cheyenne a affirmé qu'à un moment donné dans la nuit, Brittany avait quitté le bar avec un homme d'une trentaine d'années dont elle ne connaissait pas le nom. L'oncle de Cheyenne a corroboré cette déclaration auprès de la police, affirmant que sa nièce était rentrée à la maison vers 4h du matin. Les enquêteurs se sont mis à la recherche de cet homme non identifié. Mais en parallèle, ils travaillaient discrètement sur une autre piste. Ce qu'ils n'avaient pas dit à Cheyenne, c'est qu'ils avaient retrouvé une ceinture noire pressée sur les lieux. Lorsque les agents ont consulté ces pages sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé la photo de la veille au soir, sur laquelle Cheyenne portait une ceinture identique. Elle continuait de clamer son innocence, mais son histoire commençait à s'effondrer. Son oncle est ensuite revenu sur sa déclaration selon laquelle il l'avait vue à 4h du matin. Et de nouvelles images de vidéosurveillance ont prouvé que Brittany n'était pas partie avec un homme. Le coup de grâce pour l'affaire a été lorsque les résultats des analyses ADN de la ceinture sont arrivés. Un échantillon d'ADN appartenait à Brittany et l'autre à Cheyenne. En mars 2015, Cheyenne a été arrêtée et officiellement inculpée pour avoir ôté la vie à son ami. Confrontée aux preuves, Cheyenne s'est effondrée et a avoué. Elle a raconté aux policiers que toutes les deux s'étaient disputées sous l'emprise de l'alcool. Elle a ensuite affirmé avoir perdu connaissance et à son réveil, elle a trouvé Brittany allongée, froide, sur le sol. En janvier 2018,
Cheyenne Gargal a comparu devant le tribunal de la couronne de la Saskatchewan, où elle a été reconnue coupable de l'accusation moindre d'homicide involontaire. Les procureurs avaient eu du mal à prouver l'intention criminelle et ont été contraints de retenir des chefs d'accusation moins graves. Le 15 janvier, Cheyenne a été condamnée à seulement 7 ans de prison. La famille de Brittany a immédiatement réagi et a publiquement exprimé sa déception. La famille de Brittany a déclaré aux médias, je cite, « Du jour où Brittany est née jusqu'à ce qu'elle nous soit tragiquement enlevée, son esprit a été une lumière brillante dans notre famille. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à cesser de penser à elle et à ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle manque cruellement et est aimée par toute sa famille et ses amis. » Numéro 7. En mars 2014, Saylor Williams, âgée de 22 ans, et son ami Brendan Vega, également âgé de 22 ans, sont partis pour une expédition à Santa Barbara, en Californie. Les deux étaient relativement inexpérimentés et ont choisi un sentier plus facile. Ce qui aurait dû être une journée amusante dans la nature a rapidement basculé dans le chaos. Le 16 mars. Saylor et Brendan ont chargé leur voiture et se sont dirigés vers le sentier Cold Spring dans le parc Gould en Californie. Le sentier fait environ 3,7 km de long et prend généralement 2 heures à parcourir. Il est également partiellement non balisé, ce qui peut poser des difficultés aux randonneurs s'ils n'ont pas déjà téléchargé la carte du sentier. Selon Saylor, leur randonnée a commencé normalement, mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se sont rendus compte que le terrain était plus dangereux qu'ils ne l'avaient prévu. Avec certaines parties de la randonnée non balisée, les deux ont également commencé à s'engager sur le mauvais chemin, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le soleil se couchait. Le duo avait oublié leur lampe de poche, et leur téléphone se déchargeait lentement. Malgré cela, les deux ont continué dans l'obscurité en suivant le chemin pour retourner à leur voiture. Saylor a sauté d'un rocher, bien que certaines sources disent qu'elle est tombée et qu'elle a mal atterri, se fracturant la cheville. En bon ami, Brendan a essayé de porter Saylor, mais les conditions étaient trop difficiles et ils sont tombés, ce qui a causé d'autres fractures au poignet et au bras de Saylor, ainsi qu'à son autre cheville. Les deux étaient maintenant à la croisée des chemins et ont décidé que Saylor resterait pendant que Brendan irait chercher de l'aide. Les fractures, ainsi que le manque de nourriture et d'eau, commençaient à affecter Saylor, et elle sentait qu'elle sombrait par moments dans l'inconscience. Quand la nuit est tombée et qu'aucune aide n'était arrivée, Saylor a cru qu'elle était condamnée. Elle avait aussi oublié d'emporter des vêtements chauds ou une couverture, ce qui l'a laissée exposée aux éléments. Le 17 mars est arrivé et Saylor était toujours en vie, mais elle ne tenait plus qu'à un fil. Épuisée et incapable de parler, elle était allongée là dans les broussailles, espérant que quelqu'un viendrait l'aider. Plus tard dans la matinée, 3 randonneurs empruntant le sentier Cold Spring se sont arrêtés pour prendre quelques photos. Mais lorsqu'ils ont vérifié leur téléphone, ils ont aperçu une masse rouge au pied de la falaise. Inquiet, le groupe a appelé le personnel du parc et, en moins d'1 heure, des équipes étaient arrivées sur les lieux. Après enquête, cette masse rouge s'est avérée être les cheveux de Saylor. Lorsque les secours ont enfin atteint Saylor, elle était dans un très mauvais état et avait besoin de nourriture et de liquide immédiatement. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où ils ont découvert l'étendue de ses fractures. Heureusement, Saylor s'est complètement rétablie. Elle a déclaré aux médias que ses cheveux teints en rouge étaient la seule raison pour laquelle elle avait été repérée et elle a ensuite remercié les randonneurs qui l'ont trouvée. Malheureusement, Brendan n'a pas survécu après s'être perdu dans la nature sauvage de Santa Barbara alors qu'il cherchait de l'aide pour son ami. La famille de Brendan a même reporté ses funérailles jusqu'à ce que Saylor soit suffisamment rétablie pour y assister. Sa famille souhaite qu'on se souvienne de lui comme d'un jeune homme gentil et courageux dont la vie s'est terminée trop tôt. Il est décédé en essayant de sauver son ami, un honneur que Saylor ne considère pas comme allant de soi. Numéro 6. Juan Catalan menait une vie normale et stable à Los Angeles, en Californie. À la fin des années 90, Juan Catalan a accueilli sa fille, Melissa, au monde. Et dès sa naissance, elle est devenue le centre de son attention. En 2003, Juan et Melissa avaient établi une routine solide. Et leur façon préférée de passer du temps père-fille était de regarder les Dodgers de Los Angeles. En août 2003, Juan a été arrêté pour un crime qu'il affirmait ne pas avoir commis. Et son amour pour les Dodgers de Los Angeles allait jouer un rôle dans sa défense. En août 2003, Juan se détendait chez lui, profitant de la chaleur estivale avec sa famille, lorsqu'il a entendu du bruit à l'extérieur. Lorsqu'il a regardé par la fenêtre, il s'est rendu compte qu'une unité du SWAT était en train de forcer l'entrée de sa propriété. En quelques secondes, des agents ont fait irruption par la porte et lui ont ordonné de se mettre à terre. Confus, mais ne voulant pas se mettre en danger, il s'est rendu et a été emmené au poste de police. Là-bas, les agents ont exposé leurs accusations et les raisons de son arrestation. Plus tôt cette année-là, en mai, Marta Puebla a été retrouvée décédée devant chez elle. Et les enquêteurs ont alors dit à Juan que des témoins affirmaient l'avoir vue sur les lieux du crime ce jour-là. Juan a protesté de son innocence, disant aux agents qu'il était à un match des Dodgers lorsque le crime a eu lieu. Malheureusement, il n'a pas pu fournir de tickets prouvant sa présence, et l'affaire contre lui a continué.
Les preuves contre Juan étaient au mieux indirectes. L'hypothèse de travail était qu'il avait attaqué Martha par vengeance pour son témoignage contre l'un de ses amis. Et elle devait aussi témoigner contre son frère, Mario. Mais il n'est pas clair si elle l'a effectivement fait. Malgré les protestations de son innocence, Juan savait qu'il n'avait aucune chance sans preuve claire. Mais tout a changé lorsque sa défense a découvert quelque chose qui allait changer l'affaire à jamais. Le 12 mai 2003, l'émission télévisée Curb Your Enthusiasm tournait des séquences au Dodger Stadium pour un épisode à venir, The Carpool Lane. Et sa défense espérait que les images innocenteraient Juan et prouveraient son alibi. Après avoir discuté avec le studio, sa défense a reçu des images fixes de cette nuit-là. Et à leur grand soulagement, elle montrait Juan et sa fille Melissa assis à leur place dans le stade. Cette preuve a été présentée à la police de Los Angeles et aux tribunaux, qui ont officiellement abandonné l'affaire début 2007. Suite à cela, Juan a été libéré de prison et son nom a enfin été blanchi dans les médias. Il a également reçu une indemnité de 320 000 $ de la ville de Los Angeles pour le temps passé en prison. Mais il a souligné que l'argent ne lui rendrait pas le temps perdu avec sa fille. En 2017, un documentaire sur son affaire, intitulé Long Shot, a été produit par Netflix, mettant en lumière comment une seule photo a sauvé un homme innocent, et comment le système judiciaire n'est pas toujours capable de traiter correctement les affaires. Numéro 5. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus surveillés au monde, avec environ 7,5 millions de caméras de vidéosurveillance, soit une caméra pour 11 personnes. Cette statistique n'inclut pas les caméras embarquées et les sonnettes connectées avec caméra qui sont devenues populaires au cours des 10 dernières années. Alors, lorsque Sarah Everard, âgée de 33 ans, a disparu à Londres, les enquêteurs savaient que les preuves photographiques seraient la clé pour résoudre l'affaire. Sarah Everard était diplômée de l'université de Durham et elle s'est retrouvée à vivre de nouveau dans le Sud après avoir terminé son diplôme en géographie humaine à la fin des années 2000. En 2021, elle avait décroché un emploi dans une agence de médias et était responsable du marketing digital. Elle était exceptionnellement douée dans son travail et adorait interagir avec des personnes du monde entier. Le 3 mars 2021, Sarah s'est réveillée et est allée travailler, comme d'habitude. Elle a parlé avec son petit ami pendant la journée, ainsi qu'avec une amie chez qui elle devait se rendre plus tard. Vers 17h, Sarah est partie et s'est rendue chez cette amie à Clapham, dans le sud de Londres. D'après des rapports, Sarah et son amie ont mangé et discuté avant que Sarah ne parte vers 21h. Elle habitait à Brixton, à une dizaine de miles de Clapham, facilement accessible grâce à la formidable infrastructure de transport de Londres. Peu avant 21h30, elle a appelé son petit ami, ce qui allait devenir son dernier contact connu. Sarah ne s'est pas présentée au travail le lendemain, ce qui était très inhabituel pour elle. Au fil de la journée, sans nouvelles, ses employeurs ont contacté sa famille, qui à son tour a contacté la police métropolitaine. Il a fallu attendre le 6 mars pour que la Met Police fasse appel au public, et dès que l'affaire a fait la une des journaux, elle est devenue le centre d'attention du pays. Au cours des jours suivants, la police a fourni aux médias toutes les informations disponibles, y compris des images de vidéosurveillance de Sarah sur l'A205 marchant en direction de Brixton. Ce que la police métropolitaine n'a pas révélé au public, c'est qu'elle était tombée sur des photos et des images de vidéosurveillance très troublantes qui désignaient l'un de leurs propres agents. Quelques jours seulement après la disparition de Sarah, l'annonce de l'arrestation de Wayne Couzens, âgé de 48 ans, a plongé le pays dans la frénésie. La Met Police a confirmé qu'elle l'avait arrêté en lien avec la disparition de Sarah, un probable homicide et un enlèvement. Dans les mois qui ont suivi, la police métropolitaine a révélé les images de vidéosurveillance et les photos qu'elle avait découvertes montrant Wayne accostant Sarah à Pointers Court à Clapham. Des témoins oculaires ont corroboré les faits, déclarant avoir vu ce qu'ils pensaient être un policier en civil, Wayne, arrêter Sarah sur le bord de la route. Wayne Couzens travaillait comme policier depuis 2002 et avait rejoint la Met Police en 2018, où il exerçait également en tant que policier armé. En 2020, il a reçu une nouvelle promotion au sein de l'unité de protection parlementaire et diplomatique où il a continué à avoir accès aux armes à feu. La Met Police a déclaré que Wayne avait utilisé sa carte de police officielle pour tromper Sarah et la menotter, puis il l'a forcée à monter dans sa voiture. Quelque part pendant le trajet, son masque est tombé et il est devenu évident que Sarah n'était pas arrêtée pour avoir enfreint les règles du Covid-19. Wayne a ensuite emmené Sarah dans une zone isolée de Douvres où il l'a agressée avant d'abandonner son corps dans les bois. Les preuves photographiques et les images de vidéosurveillance ont été essentielles dans l'affaire de Sarah et ont permis à la Met Police de constituer un dossier solide contre Wayne. En septembre 2021, Wayne Couzens a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à Sarah. Le tribunal a appris qu'il avait prévu de trouver et d'attaquer une jeune femme vulnérable ce jour-là.
Il a également été découvert qu'il avait fait l'objet de plusieurs plaintes enregistrées contre lui durant sa carrière de policier. Cependant, celles-ci ont soit échappé à l'attention, soit été minimisées. En raison de sa position d'officier de police, un métier censé protéger les gens, le juge l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine incompressible, ce qui signifie qu'il ne reverra plus jamais la lumière du jour. La famille de Sarah souhaite qu'on se souvienne d'elle pour son esprit aimant et bienveillant. Ils espèrent également que son décès pourra aider le Royaume-Uni à faire avancer davantage de lois pour protéger les femmes et les filles. Numéro 4. Russell Williams était autrefois l'un des militaires les plus décorés du Canada et occupait un haut rang au sein des forces armées. Son travail l'a mené partout dans le monde et on lui avait même confié la mission de piloter des dignitaires nationaux et étrangers. À la fin des années 2000, la carrière de Russell a été interrompue lorsqu'une importante enquête criminelle a été ouverte. Né en Angleterre, Russell a immigré au Canada accompagné de sa famille alors qu'il était très jeune. Et de ce fait, il a grandi en tant que citoyen canadien. Il a été familiarisé avec les forces armées dès son plus jeune âge, car son beau-père était militaire, ce qui a amené la famille à voyager à travers le monde d'une base à l'autre. En 1987, il était devenu un jeune homme et venait d'obtenir son diplôme universitaire. 1 an après avoir obtenu son diplôme, il s'est engagé dans les forces canadiennes et seulement 3 ans après le début de son service, il a obtenu sa licence de pilote. Il était un pilote tellement doué, en fait, qu'on lui confia la tâche de former les nouvelles recrues. Il a gravi les échelons avec aisance et au milieu des années 1990, il transportait des diplomates et des dignitaires à travers le monde. En 1999, il a été promu colonel et est devenu l'un des membres les plus hauts gradés des forces armées. Ses supérieurs avaient remarqué son intelligence et sa capacité d'adaptation dans leurs recommandations, et il semblait mener une vie parfaite au sein des forces armées. En 2010, Russell et sa femme Mary vivaient près de la base aérienne de Trenton, à Trenton, en Ontario, et il semblait que dans quelques années, Russell prendrait sa retraite des forces en tant qu'officier décoré. Cela dura jusqu'en février 2010, lorsqu'il fut convoqué pour un interrogatoire par la police de l'Ontario. Plus tôt ce mois-là, Jessica Lloyd, âgée de 27 ans, avait disparu de son domicile à Belleville, en Ontario, dans des circonstances étranges. Devant son domicile, les enquêteurs ont trouvé les traces de pneus de Nissan Pathfinder dans la neige. Par hasard, un agent était passé devant la voiture de Russell et s'était rendu compte que les traces de ces pneus ressemblaient à celles trouvées devant la maison de Jessica. Lorsqu'il a été initialement interrogé, il a tout nié. Mais lorsqu'on lui a présenté des preuves médico-légales, il a craqué. Russell a admis avoir enlevé Jessica et avoir abandonné son corps dans un endroit isolé. Mais ce n'était pas le seul crime qu'il a avoué. Et non seulement cela, il a dit aux policiers qu'il avait pris des photos de toutes ces scènes de crime. Et au cours des 10 heures suivantes, il est entré dans les moindres détails sur ces crimes, y compris l'homicide non résolu de la caporale Marie-France Comeau, qui avait été retrouvée chez elle en novembre 2009. Il a également avoué s'être introduit dans les maisons de 82 femmes pour voler leurs sous-vêtements. Il a photographié tous ces crimes, y compris les homicides, afin de pouvoir les revivre quand il le souhaitait. Au fil des mois, Russell a remarqué que ses pulsions devenaient de plus en plus fortes et que ses attaques s'intensifiaient. Il a également admis avoir utilisé son grade et son intelligence pour consulter les journaux de vol de Marie afin de savoir quand elle serait seule à la maison. Les enquêteurs ont pu récupérer des milliers de photographies que Russell avait prises sur les lieux, ce qui a encore renforcé sa culpabilité. En octobre 2010, Russell Williams a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans, avant de pouvoir être admissible à la libération conditionnelle. À la suite de son procès, Russell a été déchu de ses titres et renvoyé des forces canadiennes. Numéro 3. À l'été 1984, Sherry Miller, âgée de 21 ans, travaillait dans un bar de Los Angeles appelé le Meat Market pour joindre les deux bouts. On la décrivait comme heureuse et intelligente et elle commençait à faire des projets pour le reste de sa vie. Sherry voulait devenir mannequin et pensait que Los Angeles serait l'endroit idéal pour lancer son portfolio. Un soir de juillet cette année-là, Sherry a commencé un autre long service au bar lorsque William Bradford est entré. Il s'est assis au bar et a été très poli avec Sherry et finalement, ils ont entamé une conversation. En quelques heures, Sherry s'était confiée à William en lui disant qu'elle voulait devenir mannequin et William lui a dit qu'elle avait de la chance. Il se trouvait justement être photographe et serait ravi de lui fournir de bons portraits. Il lui a également dit qu'il pouvait lui donner quelques contacts dans le milieu. Quelques jours plus tard, le duo s'est retrouvé et William a emmené Sherry dans un campement isolé dans le désert, juste au nord de Los Angeles.
Après avoir pris des photos de Sherry de près d'une formation rocheuse, il l'a attaquée. Une fois qu'il l'eut terminé, il mit ses restes dans sa voiture et les abandonna sur un parking quelque part à Hollywood. Lorsque son corps a été découvert, tous ses tatouages et ses informations permettant de l'identifier avaient été retirés, ce qui lui a valu d'être surnommé Jane Doe numéro 60. La police de Los Angeles a eu peu de temps pour se reposer, car 2 semaines plus tard, le corps de Tracy Campbell a été découvert dans un campement désertique, le même endroit où William avait photographié Sherry. On a appris plus tard que William avait attiré Tracy sous le même prétexte, une séance photo et un coup de pouce pour une jeune carrière de mannequin. Quelques semaines plus tard, William a éveillé les soupçons du LAPD car il avait été le dernier à voir Tracy vivante. La suspicion était si grande que les enquêteurs ont demandé au juge un mandat de perquisition pour son appartement. Lorsque les policiers sont entrés, ils ont trouvé des centaines de photographies de jeunes femmes en pose de mannequin. L'une des photos ressemblait fortement à Jane Doe numéro 60, retrouvée en juillet, et William a été arrêté. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que certaines des photos étaient bien celles de Sherry Miller. Ils étaient également préoccupés par le sort d'au moins 50 femmes qu'il avait photographiées dans les années 1970 et 1980. La procédure contre lui a été étrange, car il a choisi d'assurer lui-même sa défense et n'a cessé d'engager puis de renvoyer des avocats. Finalement, William a admis sa propre culpabilité lorsqu'il a dit au tribunal « Pensez à toutes celles dont vous n'avez même pas connaissance. » Tu as tellement raison. C'est ça. Après un long procès à cause du comportement de Williams, il a été reconnu coupable dans les 2 affaires et condamné à la peine capitale. Il a été envoyé à San Quentin et est décédé à l'âge de 61 ans en 2008. En 2006, le LAPD a lancé un appel pour identifier les femmes sur les photos de Williams et, en quelques semaines, ils en avaient identifié 31. On pense que William est coupable d'avoir ôté la vie à plusieurs autres personnes et nous espérons que le système judiciaire pourra apporter des réponses à ces familles. Numéro 2. Pendant 22 ans, la famille de William Moult, âgé de 40 ans, s'est demandé ce qui lui était arrivé. Né et élevé à Lantana, en Floride, William avait mené une vie tranquille et paisible, travaillant comme conseiller en prêts hypothécaires. Le soir du 7 novembre 1997, William s'est rendu dans un club de striptease afin de se détendre et de se relaxer après une journée stressante au travail. Vers 21h30, il a appelé sa petite amie depuis le bar pour lui dire qu'il rentrerait bientôt à la maison. Mais elle n'a jamais entendu ses clés dans la serrure. Lorsqu'il ne s'est pas présenté au travail le lendemain, sa petite amie et sa famille ont signalé sa disparition au bureau du shérif du comté de Palm Beach. L'enquête a immédiatement abouti à une impasse. Les témoins présents au bar cette nuit-là ont confirmé que, bien que William ait bu quelques verres, il n'était pas ivre et semblait de bonne humeur. Sa famille a confirmé qu'il n'avait pas d'ennemis connus et qu'il ne rencontrait aucun problème financier ou relationnel. C'était comme s'il s'était volatilisé de la surface de la Terre, et les enquêteurs craignaient de ne jamais résoudre l'affaire. Pendant les 22 années suivantes, l'affaire est restée non résolue, jusqu'à ce qu'un géomètre examine des maisons sur Google Earth dans le quartier de Grand Isles à Wellington, en Floride, à 19 miles de Lantana. En examinant les propriétés, le géomètre a remarqué une masse blanche dans l'étang qui séparait les maisons. Au début, il était difficile de distinguer ce que c'était, et en zoomant davantage, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une voiture. Heureusement, le géomètre connaissait le propriétaire de la maison, Barry Fay, et l'a contacté pour l'en informer. Barry a déclaré au Palm Beach Post que lorsqu'il regardait depuis sa propriété au niveau du rivage, il ne voyait rien. Il a donc décidé de vérifier par lui-même sur Google Earth, et il l'a vu aussi. Il a ensuite déployé un drone au-dessus de l'étang, qui a montré les mêmes résultats que Google Earth. Une fois qu'il a recueilli suffisamment de preuves, Barry a contacté le bureau du shérif du comté de Palm Beach, qui a commencé les opérations de récupération. Le 28 août 2019, la voiture blanche a été sortie de l'étang, et lorsqu'elle a été tirée jusqu'à la rive, les enquêteurs ont trouvé des restes humains. En utilisant des techniques médico-légales, ils ont rapidement pu identifier les restes comme appartenant à William Moult. Sa famille a été informée de la découverte et a remercié le bureau du shérif du comté de Palm Beach ainsi que Barry Fay pour tout leur travail. Au fil des années, des groupes comme Adventures with Purpose et d'autres ont continué à faire des découvertes similaires dans des étendues d'eau à travers les États-Unis, apportant des réponses aux familles et permettant aux défunts de reposer enfin en paix. Numéro 1. Google Maps permet à chacun d'entre nous, partout dans le monde, de consulter n'importe quelle adresse à différentes époques. Certains d'entre nous recherchent la maison de leur enfance pour voir comment elle a changé au fil des années. D'autres regardent les écoles, les anciens commerces et utilisent même Google Maps pour trouver de nouveaux endroits à visiter. En 2010, des enquêteurs en Caroline du Sud ont eu recours à cette technologie pour les aider à identifier un suspect potentiel. Le 30 juillet 2010, Edgar Lopez et Pablo Gutiérrez Guzmán ont été retrouvés sur une propriété à Richland, en Caroline du Sud, morts par balle. Leur décès a choqué la communauté locale et tout le monde se demandait qui pouvait faire une chose pareille.
Aucun des deux hommes n'avait d'ennemis connus, et ils étaient aimés de leurs amis et de leur famille. Au cours de l'enquête initiale, des témoins oculaires près de la propriété ont pu donner une description que les services du shérif du comté de Richland a transformée en portrait robot. Malgré tous les efforts déployés dans l'affaire, l'enquête s'est enlisée. Jusqu'à ce qu'un nom attire leur attention. Leslie Todd Parvin. Des témoins se sont souvenus avoir vu Leslie dans et autour de la propriété ce jour-là, et certains ont même vu son monospace Kia vert quitter rapidement les lieux. Les enquêteurs soupçonnaient Leslie, mais sans preuve, ils n'ont pas pu agir. On ne savait pas si des traces de pneus ou d'autres preuves matérielles avaient été trouvées sur les lieux. Comme la voiture avait pris la fuite rapidement et que la propriété n'était pas équipée de vidéosurveillance, les enquêteurs pensaient être dans une impasse, jusqu'à ce qu'ils consultent Google Maps et remontent jusqu'en 2010. Par un pur hasard, ils ont pu trouver une image de la propriété prise le jour du crime, et sur la photo de la propriété, on voyait un minivan Kia vert. L'un des témoins avait fourni aux enquêteurs un numéro de plaque partiel au début de l'enquête, ce qui leur a permis de confirmer que le Kia vert trouvé sur les lieux via Google Earth appartenait à Leslie Todd Parvin. Malheureusement, au moment où les agents ont fait des progrès dans l'affaire, Leslie avait déjà quitté la Caroline du Sud. Après avoir contacté la famille de Leslie, la police a réussi à convaincre ses proches de le persuader de quitter sa cachette en Louisiane et de revenir en Caroline du Sud. À son retour, il a été officiellement inculpé et arrêté. Après 15 ans d'attente, en février 2025, Leslie a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation et condamné à 35 ans de prison. Les autorités n'ont pas révélé grand-chose sur cette affaire et le propre père de Leslie a déclaré au Daily Record qu'il pense que la carrière militaire de 20 ans de son fils, au cours de laquelle il a effectué 2 missions en Irak et en Afghanistan, a peut-être contribué au crime. Leslie a déclaré devant les tribunaux qu'il avait agi en légitime défense et qu'on lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Grâce à Google Maps, les familles d'Edgar et de Pablo peuvent désormais commencer à guérir, puisque justice a été rendue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Ty Knots et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.